Lorsqu'Adolf Hitler fut nommé chancelier en janvier 1933, l'Allemagne était encore soumise aux contraintes du traité de Versailles, qui avait limité ses capacités militaires après la défaite de 1918. L'armée allemande, connue sous le nom de Reichswehr dans le cadre de cet accord, était limitée à 100 000 hommes, sans chars, sans artillerie lourde, sans aviation de combat, et sa marine était réduite à de petits navires. L'interdiction d'un état-major officiel obligea les structures de planification militaire à se camoufler sous des organisations portant d'autres noms, et la production d'armes était soumise à une stricte surveillance internationale. Cependant, avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la détermination des dirigeants militaires et des secteurs nationalistes à surmonter ces limitations et à reconstruire leur potentiel de guerre était manifeste. L'arrivée du régime national-socialiste modifia la rapidité, l'ampleur et la détermination politique nécessaires pour traduire ses aspirations en actions concrètes. Durant les premiers mois de son règne, Hitler présenta son ascension comme le début d'une nouvelle ère pour l'Allemagne. La propagande insista sur le fait que le peuple avait retrouvé un leadership fort et que le pays devait se libérer de l'humiliation imposée par les vainqueurs de la Grande Guerre. Bien que l'Allemagne continuât ostensiblement à respecter les termes du traité de Versailles, en réalité, des mesures discrètes commencèrent à promouvoir le réarmement, sous couvert administratif et par des programmes de travaux publics. Ces premières mesures visaient à éviter les affrontements directs avec les puissances occidentales, tout en préparant le terrain à une expansion militaire accrue. Le réarmement clandestin n'était pas un phénomène entièrement nouveau car des liens secrets avec l'Union soviétique avaient été entretenus depuis la République de Weimar, permettant des essais d'armes sur le territoire russe, loin de toute supervision internationale. Cependant, sous le gouvernement hitlérien, ces pratiques se sont développées et ont été intégrées à un plan cohérent liant la reconstruction économique à la préparation à la guerre. La création d'emplois dans les usines d'armement et les travaux publics étaient présentés comme une politique sociale, mais en pratique, elle signifiait le développement d'une infrastructure industrielle prête à soutenir la production militaire. Un tournant se produisit en 1935, lorsque Hitler annonça ouvertement l'instauration du service militaire obligatoire, transformant la Reichswehr en Wehrmacht. L'armée fut organisée en divisions plus importantes et la formation d'unités blindées et motorisées commença. La même année, la Luftwaffe, déjà en développement secret, fut officiellement créée et des ressources considérables furent investies dans la création d'une aviation militaire moderne. La Kriegsmarine, bien que plus limitée pour des raisons budgétaires et stratégiques, entama également un processus d'expansion avec de nouveaux sous-marins et des projets de renforcement de la flotte de surface. La Heer, nom donné à l'armée de terre, fut la première à s'étendre. Des 100 000 hommes autorisés par Versailles, les forces atteignirent plusieurs millions en quelques années. Des divisions d'infanterie, de panzer et motorisées furent organisées, offrant à l'armée une plus grande flexibilité et une plus grande mobilité que lors de la guerre précédente. Les écoles d'officiers furent réactivées et des doctrines furent élaborées, cherchant à éviter la guerre de position qui avait caractérisé le conflit de 1914 à 1918. Au lieu de cela, l'idée d'une guerre rapide fut promue, dans laquelle les véhicules blindés et l'aviation joueraient un rôle central. La Luftwaffe, sous la direction d'Hermann Göring, devint l'un des symboles les plus visibles de la nouvelle puissance militaire allemande. Dès ses débuts, elle se concentra sur la production de chasseurs comme le Messerschmitt Bf 109, de bombardiers en piqué comme le Junkers Ju-87 Stuka et de bombardiers moyens comme le Heinkel He-111. Ces modèles étaient conçus non seulement pour égaler les capacités des autres puissances, mais aussi pour façonner un style de guerre où l'aviation soutiendrait directement les forces terrestres, frappant les concentrations ennemies et déstabilisant leur défense. La Luftwaffe ne naquit pas comme une arme stratégique indépendante, mais comme un élément essentiel d'un plan de blitzkrieg. La Kriegsmarine, quant à elle, était confrontée à des limitations plus importantes. L'Allemagne ne pouvait rivaliser avec la Royal Navy britannique en termes de nombre de navires et opta donc pour un développement centré sur les sous-marins. En 1935, un accord naval fut signé avec la Grande-Bretagne qui, en théorie, limitait la flotte allemande mais qui, en pratique, servit de justification à l'expansion de la construction navale.
Le plan le plus ambitieux, connu sous le nom de plan Z, prévoyait la construction de grands cuirassés et de porte-avions, bien qu'au début de la guerre, seule une partie de ce programme ait été achevée. Parallèlement, les sous-marins offraient un outil de guerre asymétrique capable de menacer les voies de ravitaillement ennemies en cas de conflit. Le développement de cette machine militaire s'accompagna d'un cadre doctrinal cherchant à éviter les erreurs de la guerre précédente. L'expérience des tranchées et de l'impasse avait convaincu les officiers allemands que le prochain conflit devait être résolu rapidement et par l'utilisation coordonnée de tous les moyens disponibles. C'est ainsi qu'est née l'idée de la Blitzkrieg ou guerre éclair, qui ne se résumait pas à un plan unique codifié dans un manuel, mais à un ensemble de principes privilégiant la surprise, la rapidité et la coordination des forces. L'armée devait pénétrer les lignes ennemies avec des chars et des troupes motorisées, tandis que l'aviation détruisait les points clés et désorganisait l'arrière-garde. L'infanterie avançait à l'arrière pour consolider les positions conquises. Cette combinaison visait à déstabiliser l'ennemi dès le départ et à l'empêcher de se réorganiser. La Blitzkrieg marqua une rupture avec la vision classique de la guerre d'usure. Au lieu de s'appuyer sur l'accumulation de forces pour épuiser lentement l'ennemi, elle visait à provoquer un effondrement rapide de sa capacité de résistance. Cela exigeait une planification minutieuse, une logistique efficace et une coordination entre les branches d'une telle ampleur jamais vue auparavant. Bien que la Wehrmacht fût encore en formation dans la seconde moitié des années 30 et manqua de nombreuses ressources nécessaires, la doctrine fut consolidée comme base de formation des officiers et des troupes. Politiquement, Hitler combina ces mesures avec un discours public qui continuait de prôner la paix et une juste révision de l'ordre international, tout en orientant en pratique toutes les ressources de l'État vers le réarmement. Des mécanismes financiers tels que le MEFO-Wechsel furent utilisés. Des lettres de change émises par une société fictive permettaient de financer la production d'armes sans apparaître dans les budgets officiels. Cette ingénierie financière masqua le rythme réel du réarmement, évitant un effondrement économique immédiat tout en permettant une expansion militaire massive. L'organisation de l'économie fut adaptée aux besoins militaires. L'industrie lourde, la production d'acier et la recherche sur les nouveaux carburants et les matériaux synthétiques furent placés sous contrôle de l'État. L'agriculture fut également adaptée aux attentes d'autosuffisance, cherchant à garantir l'approvisionnement alimentaire en cas de guerre. Le plan quadriennal, lancé en 1936, fut l'expression la plus claire de cette politique. Son objectif était de préparer l'Allemagne à la guerre à court terme, en réduisant sa dépendance aux importations et en lui assurant la capacité de soutenir un conflit prolongé. Le commandement militaire allemand, bien que parfois réticent face au rythme imposé par Hitler, s'aligna progressivement sur ses objectifs. Les généraux ayant connu la Première Guerre mondiale comprenaient les risques d'un conflit prématuré, mais l'autorité du régime et les premiers succès de politique étrangère renforcèrent la confiance dans la capacité de l'Allemagne à affronter à nouveau l'Europe. L'armée, qui, durant les années de Weimar, avait cherché à rester discrète, devint le pilier central d'un État qui se concevait comme une communauté militarisée. Sur le plan international, ces mesures suscitèrent l'inquiétude des puissances voisines, mais la politique d'apaisement et la volonté d'éviter une nouvelle guerre permirent à l'Allemagne de poursuivre le développement de ses capacités sans rencontrer d'opposition immédiate. Ainsi, en 1939, la Wehrmacht était devenue une force de plusieurs millions d'hommes, dotée de divisions modernes, d'une importante armée de l'air et d'une marine en pleine expansion. Ce qui avait commencé comme un réarmement déguisé en programme social se transforma en une machine de guerre prête à être déployée. Le grand mensonge du Reich, le prétexte pour envahir la Pologne et déclencher la guerre. Depuis le printemps 1939, le haut commandement allemand ne se demandait plus s'il fallait attaquer la Pologne, mais quand. La planification commença à se concrétiser en avril, lorsqu'Hitler donna des instructions pour une action rapide et décisive contre le voisin oriental. L'objectif n'était pas uniquement militaire. Il s'agissait d'imposer une solution définitive au problème polonais qui, pour le régime, était à la fois territorial et idéologique. Les directives étaient claires.
Éliminer les capacités défensives de la Pologne dès le premier jour, détruire ses structures administratives et faire comprendre qu'il ne s'agissait ni d'une campagne temporaire, ni d'une occupation partielle. Pour y parvenir, l'armée allemande avait besoin d'une organisation méticuleuse. Au milieu de l'année, les plans étaient finalisés pour ce qui serait la campagne la plus rapide jamais connue en Europe. Les forces étaient concentrées à plusieurs points frontaliers stratégiques. La Wehrmacht disposait de forces écrasantes, environ 1 500 000 d'hommes, près de 2 500 chars et plus de 2 000 avions étaient prêts à participer à l'offensive. Cette mobilisation incluait la Heer, la Luftwaffe et la Kriegsmarine, bien que cette dernière ait eu un rôle plus limité en raison du caractère terrestre du conflit. Les préparatifs tactiques incluaient une étroite coordination entre les forces terrestres et aériennes. Le concept de Blitzkrieg, déjà développé les années précédentes, trouva sa première application pratique lors de cette opération. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une doctrine formellement établie comme elle le deviendrait plus tard, l'idée de combiner des attaques rapides, profondes et bien synchronisées avec un recours intensif à l'aviation était mise en pratique. Clé. Les divisions blindées, appuyées par l'aviation tactique, chercheraient à pénétrer l'intérieur du pays le plus rapidement possible, en évitant les lignes défensives conventionnelles et en semant la confusion dans l'arrière-garde ennemie. Le régime ne s'est pas contenté de préparer le volet militaire. Des semaines avant l'attaque, un appareil de propagande a été déployé pour justifier l'action. Des messages ont été élaborés, présentant la Pologne comme un agresseur potentiel, et les incidents frontaliers ont été exagérés pour créer un climat de menace imminente. L'une des inventions les plus notoires fut l'incident de Gleiwitz, une opération secrète menée par des forces allemandes déguisées en polonais, simulant une attaque contre une station de radio allemande. Cet événement a été présenté au monde comme une provocation polonaise et a servi de prétexte immédiat au lancement de l'offensive. À 4h45, le 1er septembre 1939, l'attaque débuta. La Luftwaffe bombarda des positions stratégiques à l'intérieur de la Pologne, notamment des aérodromes, des centres de communication et des entrepôts militaires. Presque simultanément, des unités terrestres franchirent la frontière sur plusieurs fronts, effectuant des mouvements d'encerclement visant à désorganiser l'ennemi dès les premières minutes. Les divisions blindées avancèrent à grande vitesse, flanquées d'infanterie motorisée qui sécurisait les zones conquises. L'attaque fut dévastatrice. En quelques jours, les défenses polonaises commencèrent à s'effondrer. Les forces allemandes ne s'arrêtèrent pas au point de résistance, mais les encerclèrent et poursuivirent leur progression vers l'intérieur des terres, laissant à l'arrière-garde le soin de nettoyer et de consolider les positions. Cette stratégie permit une progression continue sans épuiser les forces dans des combats prolongés. Les unités polonaises, bien qu'elles aient résisté en divers points, furent incapables de se coordonner efficacement ni d'établir une ligne défensive cohérente. De plus, la suprématie aérienne allemande entravait toute tentative de réorganisation ou de contre-attaque. Pendant ce temps, la propagande en Allemagne propageait l'idée d'une opération préventive, nécessaire et juste. Les prétendues exactions commises par la Pologne contre les minorités allemandes sur son territoire étaient mises en lumière et le Reich était présenté comme une victime contrainte de se défendre. Les discours d'Hitler ne cessaient de répéter ce récit, affirmant que toutes les voies diplomatiques avaient été épuisées et que l'attaque était une réponse inévitable aux provocations polonaises. Les actualités cinématographiques présentaient des images soigneusement sélectionnées de soldats souriants, de colonnes avançant sans opposition et de villes censées accueillir les troupes allemandes. La coordination entre les différentes branches de l'armée était affinée en temps réel. Les divisions mobiles communiquaient leurs progrès et demandaient un appui aérien lorsqu'elles rencontraient une résistance. La Luftwaffe réagissait promptement, éliminant les obstacles et permettant à l'avancée de se poursuivre sans relâche. Ce rythme effréné surprit non seulement les Polonais, mais aussi les observateurs internationaux. En quelques jours, les forces allemandes pénétraient profondément en territoire ennemi, encerclant Varsovie et d'autres villes clés. Sur le plan diplomatique, l'Allemagne avait auparavant assuré que l'Union soviétique n'interviendrait pas en faveur de la Pologne. Cela fut rendu possible par le pacte signé en août entre les deux puissances, officiellement appelé pacte de non-agression.
mais qui comprenait des clauses secrètes sur le partage du territoire polonais. Par cet accord, Hitler éliminait, il risquait une guerre sur 2 fronts et pouvait se concentrer exclusivement sur la campagne de l'Est. De plus, il était convaincu que la France et la Grande-Bretagne ne réagiraient pas avec force comme cela s'était produit lors des épisodes précédents. Cependant, le calcul diplomatique s'est avéré erroné. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre à l'Allemagne, respectant ainsi leurs engagements envers la Pologne. Malgré cela, aucune action militaire immédiate n'a été entreprise par ces puissances. Pendant des semaines, la guerre des plaisanteries a fait rage à l'Ouest, avec des mouvements défensifs minimes et aucun combat significatif. Cela a permis à l'Allemagne de poursuivre son offensive sans craindre un second front. Sur le territoire allemand, la nouvelle de la guerre fut accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de résignation. La propagande avait préparé le terrain, présentant le conflit comme une cause juste et nécessaire. De nombreux citoyens soutenaient l'action, convaincus que c'était la seule façon de résoudre les problèmes persistants avec la Pologne. Parallèlement, des mesures de censure et de contrôle de l'information furent mises en place afin de garantir un récit unique et d'empêcher les voix dissidentes. Des valeurs telles que le sacrifice, la discipline et la fierté nationale furent promues, tandis que les pertes étaient minimisées et les aspects les plus difficiles du conflit occultés. La campagne fut brève, mais intense. Le 17 septembre, l'Union soviétique envahit la Pologne orientale, respectant ainsi son accord avec l'Allemagne. Cela accéléra encore la désintégration de l'armée polonaise, déjà en retraite. Varsovie résista jusqu'à la fin du mois, mais finit par capituler après un siège accompagné de bombardements constants. La résistance polonaise fut vaillante à bien des égards, mais complètement dépassée par la supériorité technique et organisationnelle de l'ennemi. Fin septembre, la carte de l'Europe avait changé. La Pologne était divisée entre l'Allemagne et l'Union soviétique, et le monde était officiellement entré en guerre. Pour le régime nazi, la campagne constituait une démonstration d'efficacité militaire, de planification stratégique et de contrôle politique. Elle confirmait l'efficacité du modèle de guerre rapide, renforçant ainsi la confiance du haut commandement dans les opérations futures. Le terme « Blitzkrieg » n'était pas encore familier au public, mais son essence avait été mise en pratique avec une efficacité redoutable. L'expérience polonaise devint un modèle à suivre. Les généraux étudièrent chaque détail de l'opération afin d'affiner les mécanismes des campagnes futures. Les autorités politiques soulignèrent les résultats comme preuve de la supériorité du système allemand. Des défilés furent organisés, des bulletins de victoire distribués et la figure du soldat allemand glorifiée. Ce premier succès renforça l'idée que le Reich était voué à un expansionnisme inévitable et justifié, et que les obstacles seraient surmontés avec la même rapidité et la même détermination que lors de cette première campagne. Ainsi débuta du point de vue allemand un conflit qui n'avait pas encore révélé son vrai visage, mais qui révélait déjà la détermination d'un régime prêt à utiliser toutes ses ressources pour parvenir à ses fins. L'invasion de la Pologne marqua non seulement le début de la guerre mondiale, mais aussi le point de départ d'une manière de faire la guerre où la rapidité, l'effet de surprise et la propagande étaient aussi importants que les armes. Victoires éclairs, la Blitzkrieg et la montée de la Wehrmacht. En 1940, la stratégie militaire allemande privilégiait la rapidité et la coordination comme principaux outils de la victoire. Après la campagne de Pologne, l'armée allemande se tourna vers l'ouest, cherchant à conquérir la France et ses alliés par une offensive rompant avec les méthodes traditionnelles de guerre d'usure. Le concept de Blitzkrieg, déjà efficace en Pologne, fut alors appliqué à une échelle encore plus grande et avec une précision qui prit les puissances occidentales par surprise. L'idée était simple mais dévastatrice. Des pénétrations aériennes et terrestres rapides, profondes et coordonnées pour désorganiser l'ennemi avant qu'il ne puisse réagir. En mai de la même année, la Wehrmacht lança son attaque contre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, nations engluées dans la machine militaire allemande dans le cadre d'un plan visant à contourner les défenses françaises. La ligne Maginot, construite par la France pour résister à une invasion venue de l'Est, fut rendue inutile lorsque les forces allemandes évitèrent de l'affronter directement et avancèrent à travers les Ardennes, une région forestière
jugé impropre au mouvement de masse. Ce choix tactique fut déterminant. Les divisions Panzer parvinrent à ouvrir rapidement des brèches, repoussant les forces alliées vers le nord et les coupant de leurs arrières. Les Pays-Bas ne purent tenir longtemps. L'avancée allemande, accompagnée d'intenses bombardements, provoqua l'effondrement rapide de l'armée néerlandaise. Rotterdam fut bombardée en guise d'avertissement et la menace d'une destruction totale força la reddition. La rapidité de l'offensive et la brutalité de l'impact paralysèrent toute possibilité de riposte coordonnée. La Belgique, qui avait également tenté de rester neutre, fut également débordée. Les forces belges, britanniques et françaises tentèrent de former une ligne défensive, mais des manœuvres allemandes bien calculées, soutenues par une mobilité sans précédent, les engloutirent avant qu'elles ne puissent établir un front solide. L'opération la plus décisive fut l'avancée par Sedan. Là, les Allemands réussirent à franchir rapidement la Meuse, surmontant les défenses françaises. Une fois ce franchissement réalisé, les divisions blindées lancèrent une poussée vers l'ouest, en direction de la Manche, encerclant les forces alliées en Belgique et dans le nord de la France. La rapidité du mouvement ne laissa pas le temps aux commandants alliés de se regrouper, ce qui provoqua un effondrement du moral et de la structure de commandement. Dunkerque devint alors le seul point d'évasion. Les forces britanniques et une partie de l'armée française étant bloquées contre la côte, une évacuation d'urgence fut organisée. Bien que les Allemands auraient pu fermer l'encerclement, ils marquèrent une brève pause sur décision du haut commandement, permettant à des centaines de milliers de soldats alliés de s'échapper par la mer. Cette pause tactique est encore débattue, mais elle ne modifia pas le cours général de la campagne. La France était divisée et ses forces débordaient. Le gouvernement s'effondra sous la rapidité de l'avancée allemande. Paris fut occupé sans combat prolongé et, en juin, le pays demanda l'armistice. La victoire fut complète d'un point de vue militaire, avec une rapidité qui rompit totalement avec les souvenirs de la Première Guerre mondiale. Le succès de la Blitzkrieg n'était pas seulement opérationnel, il était aussi de nature propagandiste. En Allemagne, le régime profita de cette victoire pour renforcer l'image de l'invincibilité de la nouvelle armée allemande et de la supériorité du système national-socialiste. Les images du défilé en Paris et les reportages sur les avancées furent largement diffusés à la radio et aux actualités. Hitler y apparaissait comme un dirigeant brillant ayant vaincu les anciennes puissances, tandis que les généraux étaient bien présentés comme des héros nationaux. Ce récit renforça la cohésion interne du pays. La population, encore vivace dans le souvenir de la défaite de la Grande Guerre et des humiliations du traité de Versailles, vécut ce moment comme une revanche historique. Le moral atteignit des sommets sans précédent et la confiance dans les dirigeants politiques et militaires se consolida. L'idée que le Reich pouvait s'imposer en Europe grâce à une combinaison de force, de rapidité et de détermination fut établie. Sur le plan militaire, la campagne servit de validation complète du modèle allemand. Les unités blindées, opérant en combinaison avec l'aviation et un soutien logistique efficace, démontrèrent que la guerre pouvait être résolue en quelques semaines et non en quelques années. La Luftwaffe joua un rôle essentiel, affaiblissant les forces ennemies et facilitant les mouvements terrestres. Les commandants allemands observèrent avec satisfaction la mise en œuvre précise et efficace de leur doctrine. Un commandement unifié, la surprise tactique et la mobilité furent des facteurs décisifs. L'ennemi, prisonnier de stratégies défensives rigides et de structures de commandement plus lentes, fut incapable de s'adapter au rythme de l'offensive. Cette différence d'approche marqua l'issue de la campagne. Les articles de presse évoquaient la compétence technique et la bravoure des soldats allemands, sans mentionner le niveau de coordination requis. Les erreurs commises ou les occasions manquées, comme à Dunkerque, étaient également omises. Tout était présenté comme une séquence parfaitement calculée. Le récit était clair. La nouvelle armée allemande, rajeunie et professionnalisée, était invincible. Les villes allemandes célébraient la victoire par des défilés, des discours et une exaltation nationale qui laissait derrière elles les années de crise. Un sentiment de puissance renouvelée se consolidait, celui d'une réécriture réussie de l'histoire et celui d'une Allemagne nouvelle ayant complètement surmonté son passé récent. Le haut commandement allemand, pour sa part, en tira des conclusions très concrètes. Le succès de la Blitzkrieg fut interprété comme une formule reproductible et non comme une exception favorable.
Cet optimisme influença directement la planification des opérations ultérieures. On partait du principe qu'en appliquant la même logique, n'importe quel front pouvait s'effondrer sous une pression adéquate. Cette confiance en la supériorité tactique serait un facteur déterminant dans les décisions futures, à l'Est comme ailleurs. La campagne de France étendit non seulement le contrôle territorial du Reich, mais transforma également la perception du conflit. Pour beaucoup au sein du régime, cette victoire confirma l'idée que le sort de l'Europe était entre les mains des Allemands et que la rapidité et la volonté suffisaient à vaincre n'importe quel ennemi. Le moral de l'armée était à son comble. L'expérience d'une campagne aussi réussie, rapide et apparemment propre contrastait fortement avec les souvenirs du conflit précédent, où chaque mètre de terrain coûtait des milliers de vies. Les divisions revenaient victorieuses, admirées et décorées. Le sentiment que ce nouveau type de guerre pouvait être imposé sans usure renforçait à la fois la structure de commandement interne et la confiance des dirigeants politiques. Cette euphorie collective, nourrie par une victoire éclair, consolidait le mythe de l'invincibilité. D'un point de vue logistique, ce succès était également interprété comme la preuve que le système de guerre allemand pouvait fonctionner efficacement au-delà de ses frontières. Le ravitaillement, les réparations du matériel et le mouvement continu des troupes se déroulaient sans interruption. Significatif. Cela renforça l'idée que le Reich pouvait soutenir des opérations prolongées s'il maintenait le contrôle du rythme offensif. L'armée, la population et les dirigeants partageaient une vision unifiée. Le modèle fonctionnait, la stratégie était efficace et la guerre pouvait être gagnée. Ce consensus interne était alimenté par une propagande qui ne laissait place à aucun doute. Tout indiquait une expansion continue. Chaque étape franchie en 1940 semblait confirmer que la combinaison de la détermination politique, des capacités techniques et de la doctrine offensive était suffisante pour conquérir l'Europe. La réalité d'une victoire aussi rapide, obtenue avec si peu de résistance apparente, enhardit le commandement et la population. Ainsi, à la fin de cette année-là, l'Allemagne était au sommet de sa confiance. Le mythe de la Blitzkrieg, désormais alimenté par les faits, définissait le cours du conflit et donnait le ton de ce qui allait suivre. Le ciel se ferme, la tentative ratée de soumettre l'Angleterre depuis les airs. Après les rapides victoires allemandes en Europe occidentale, Hitler ordonna à l'armée de préparer un plan d'invasion du Royaume-Uni. Cette opération fut baptisée Otari. Elle devait être la suite logique du succès remporté en France. Cependant, cette fois, le scénario était différent. Il ne s'agissait pas d'une offensive terrestre immédiate, mais d'une invasion nécessitant d'abord la domination de l'espace aérien et maritime. Le commandement allemand savait qu'il ne pouvait débarquer de troupes sur le sol britannique sans neutraliser au préalable la Royal Air Force. Par conséquent, le haut commandement ordonna à la Luftwaffe d'éliminer complètement la capacité de défense aérienne du Royaume-Uni avant de fixer une date définitive pour le débarquement. La Luftwaffe, forte de sa vaste expérience acquise lors de ses précédentes campagnes, était convaincue d'atteindre ses objectifs sans difficulté majeure. Au début de l'offensive aérienne, elle se concentra sur le bombardement de cibles militaires telles que les aérodromes, les stations radars et les lignes de communication. L'objectif était d'affaiblir systématiquement les défenses britanniques. Les attaques commencèrent en juillet 1940 et s'intensifièrent en août. Des centaines de sorties transmanche étaient lancées chaque jour pour attaquer les îles. Cependant, les Britanniques avaient mis en place un réseau de défense plus robuste que ce que les Allemands avaient prévu. Outre un système d'alerte radar avancé, les pilotes britanniques opéraient à proximité de leur base, tandis que les Allemands devaient parcourir de longues distances, ce qui limitait leur temps de combat. La supériorité tactique allemande, qui avait fait ses preuves lors des campagnes terrestres, ne se transposait pas facilement en combat aérien. Bien que la Luftwaffe disposait d'un grand nombre d'avions, ces bombardiers étaient lents et vulnérables. Les chasseurs chargés de les escorter avaient un rayon d'action limité, de sorte qu'ils étaient souvent incapables de les accompagner jusqu'au bout de leur vol. Les bombardiers étaient donc exposés aux attaques des chasseurs britanniques qui profitaient de cette faiblesse pour abattre un grand nombre d'avions ennemis.
Malgré les pertes, les Allemands poursuivirent leur offensive, changeant de cible et adaptant leur stratégie. Pendant plusieurs semaines, ils attaquèrent massivement les installations radars, espérant aveugler les défenses britanniques. Ils se concentrèrent ensuite sur la destruction des aérodromes, tentant de laisser la RAF impuissante. Constatant que la Royal Air Force résistait plus longtemps que prévu, la Luftwaffe adopta une nouvelle approche. Début septembre, les bombardements furent dirigés vers les grandes villes, notamment Londres. Cette décision ne répondait pas uniquement à des impératifs militaires. L'objectif était d'instiller la peur, de briser le moral de la population et de la forcer à se rendre. Mais cette nouvelle tactique échoua. Malgré les destructions et les pertes civiles, la résistance britannique ne faiblit pas. Au contraire, la population s'adapta aux attaques et la propagande britannique renforça l'esprit collectif. Les autorités distribuèrent des masques à gaz, organisèrent des abris et mirent en place des systèmes d'évacuation pour les enfants. Pendant ce temps, les pilotes britanniques continuèrent d'affronter les Allemands, souvent en supériorité numérique, mais avec une meilleure connaissance du terrain et un réseau de soutien prêt à intervenir. Le haut commandement allemand, ne constatant aucun résultat probant, commença à s'interroger sur l'efficacité de ses actions. Initialement confiant dans une victoire aérienne rapide, sa confiance commença à s'éroder au fil des semaines. Les pertes d'avions étaient de plus en plus élevées et la production ne parvenait pas à compenser l'attrition. De plus, les pilotes expérimentés se faisaient rares. En revanche, la RAF put remplacer ces appareils plus rapidement, grâce à son système industriel adapté à la guerre et à l'aide extérieure. Les chasseurs britanniques, tels que le Spitfire et le Hurricane, se révélèrent efficaces et les escadrilles furent renouvelées pour éviter l'épuisement. La situation devint encore plus tendue lorsque les rapports de renseignement commencèrent à montrer que l'offensive aérienne n'atteignait pas ses objectifs. Les principales installations de défense britanniques restaient opérationnelles, les aérodromes étaient rapidement réparés et la production aéronautique n'avait pas été interrompue. Loin d'affaiblir la RAF, la campagne sembla renforcer sa détermination. Cela força les autorités allemandes à reconsidérer la faisabilité d'une invasion terrestre. Bien que l'opération Otari ne fût pas officiellement annulée, elle fut reportée sine die et les unités affectées commencèrent à être redéployées pour d'autres missions. Hitler, jusque-là confiant dans une issue favorable, accepta que le Royaume-Uni ne succomberait pas à une offensive aérienne rapide. Cet échec eut un impact considérable sur la perception intérieure du conflit. En Allemagne, la propagande avait pour mission de présenter les avancées militaires comme inévitables. Chaque victoire était présentée comme une preuve de supériorité nationale. L'offensive contre le Royaume-Uni était présentée comme une étape supplémentaire vers la consolidation du nouvel ordre européen. Cependant, lorsqu'il devint évident que l'objectif ne serait pas atteint, le ton commença à changer. Les communiqués officiels atténuèrent l'attention portée à la campagne en Angleterre et commencèrent à mettre en avant d'autres enjeux. Les médias cessèrent de parler de l'effondrement imminent de la Grande-Bretagne et commencèrent à présenter les bombardements comme une mesure punitive ou comme faisant partie d'un blocus prolongé. Ce changement ne passa pas inaperçu auprès de la population, habituée à un récit de progrès constant. En interne, le commandement allemand chercha des explications à cet échec. Certains invoquèrent le mauvais temps, d'autres un manque de coordination entre les différentes branches des forces armées. La stratégie de Göring, qui avait promis à la Luftwaffe un contrôle aérien total sans recours à la marine, fut également critiquée. Sa confiance dans les capacités de ses pilotes et de ses appareils ne se reflétait pas dans les résultats. Les divisions au sein de l'état-major devinrent plus visibles. Malgré l'expérience accumulée lors des campagnes précédentes, c'était la première fois que l'armée allemande n'avait pas réussi à se libérer de la pression. L'armée de l'air atteignit immédiatement ses objectifs. Le conflit aérien avec le Royaume-Uni marqua un tournant. S'il n'arrêta pas la machine de guerre allemande, il montra les limites de sa progression. L'échec dans le ciel britannique eut également des conséquences techniques. Les commandants commencèrent à repenser la conception des bombardiers, recherchant des modèles dotés d'un plus grand rayon d'action et de capacités défensives.
Les systèmes d'escorte, la coordination entre les escadrons et la logistique d'approvisionnement furent évalués. Parallèlement, des plans alternatifs pour les campagnes futures commencèrent à être élaborés. Les autorités comprirent qu'elles ne pouvaient se fier exclusivement à une seule tactique ou à un seul type d'arme. Si la Blitzkrieg avait été efficace au sol, elle nécessitait dans les airs des adaptations imprévues. L'expérience britannique démontra qu'un ennemi doté d'une bonne préparation technique et d'une volonté de résistance pouvait changer le cours de la guerre. Un autre aspect important fut la réaction de la population allemande. Bien que les résultats ne fussent pas connus avec précision, il était clair que quelque chose avait changé. La suspension indéfinie de l'invasion terrestre et le silence croissant des médias générèrent de l'incertitude. La propagande tenta de maintenir le moral, évoquant une victoire future ou une solution diplomatique. Mais pour la première fois depuis le début du conflit, des doutes surgirent quant à l'infaillibilité des dirigeants. Certains commencèrent à se demander si le Royaume-Uni ne constituerait pas un obstacle plus complexe que prévu. Ces inquiétudes ne furent pas exprimées ouvertement, mais elles indiquaient que l'enthousiasme initial commençait à s'atténuer. Au fil du temps, le conflit avec le Royaume-Uni passa au second plan. Les priorités stratégiques changèrent et il fut décidé de concentrer les efforts sur d'autres fronts. Malgré cela, la bataille aérienne laissa une marque durable sur le leadership militaire. Elle fut une leçon sur les limites de l'aviation, l'importance de la logistique et la capacité d'adaptation de l'ennemi. Bien que le commandement allemand ait tenté de présenter la campagne comme un succès partiel, ce fut en réalité un revers. L'échec à vaincre la RAF et à ouvrir la voie à une invasion directe empêcha le Troisième Reich de consolider sa domination totale sur l'Europe occidentale. La bataille d'Angleterre fut un épisode où la stratégie aérienne révéla ses faiblesses. Contrairement aux offensives terrestres, où la conquête du terrain offrait des résultats visibles, dans les airs, tout dépendait de la coordination, du timing et de la capacité de réaction de l'ennemi. La Luftwaffe comprit que disposer de davantage d'avions ou d'une expérience préalable ne suffisait pas. La combinaison de facteurs techniques, tactiques et humains détermina l'issue. Les Britanniques réussirent à tenir leur espace aérien, à résister à la pression et à préserver leur capacité opérationnelle. Et cela signifiait que le plan le plus ambitieux d'Hitler jusqu'alors, celui de conquérir le Royaume-Uni, ne se réaliserait pas. L'offensive aérienne contre l'Angleterre ne constitua pas seulement un revers stratégique. Ce fut aussi le premier obstacle que la machine militaire allemande rencontra pour la première fois, un obstacle qu'elle ne put surmonter dans les délais prévus. Les conséquences en furent évidentes dans la refonte des plans, la réorientation des ressources et la perception interne du conflit. La guerre ne serait ni aussi rapide ni aussi unilatérale qu'on l'avait imaginé. Cet épisode démontra qu'une résistance organisée, alliée à une technologie adéquate et à un moral solide, pouvait stopper même un ennemi jusque-là invincible. L'expérience de cet été-là modifia le rythme du conflit. Et même si le Reich continua d'avancer sur d'autres fronts, il ne le fit plus avec la même certitude d'une victoire immédiate. Barberousse, l'invasion qui promettait de tout mettre fin. Après la victoire rapide et écrasante en Europe occidentale, le prochain objectif stratégique du commandement allemand était déjà clairement défini. Depuis des mois avant même la chute de la France, Hitler avait exprimé en cercle fermé sa décision de lancer une nouvelle campagne vers l'Est. Dans ses calculs, la confrontation avec l'Union soviétique n'était ni une éventualité lointaine, ni une réponse à des provocations extérieures. C'était une étape nécessaire pour sécuriser l'espace vital que l'Allemagne, selon le régime, devait conquérir et dominer. Cette idée ancienne était étroitement liée au concept de Lebensraum et d'anticommunisme. L'Est, peuplé de Slaves considérés comme racialement inférieurs, devait être soumis, ses ressources s'approprier et ses terres colonisées. Le communisme soviétique, quant à lui, représentait non seulement une idéologie rivale, mais aussi un ennemi existentiel qu'il fallait détruire à la racine. La planification de cette opération commença systématiquement après l'été 1940. Bien que la Grande-Bretagne ne fut pas encore vaincue et que la question militaire demeura non résolue, le haut commandement commença à préparer les plans d'une invasion de l'URSS.
En décembre de la même année, Hitler signa la directive numéro 21, connue sous le nom d'opération Barbarossa. Elle stipulait explicitement que la Wehrmacht devait être prête à lancer une offensive à l'Est dès le 15 mai 1941. Les instructions étaient noces claires. Il s'agirait d'une campagne rapide, visant à démanteler l'armée rouge avant qu'elle ne puisse se replier ou mobiliser ses réserves. Cette guerre était envisagée comme courte, décisive et dévastatrice, similaire aux précédentes campagnes à l'Ouest, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le déploiement logistique était colossal. 3 grands groupes d'armées devaient progresser sur un front de près de 3000 km. Le groupe d'armée nord devait se diriger vers Leningrad, le groupe d'armée centre vers Moscou et le groupe d'armée sud vers l'Ukraine. Ils étaient rejoints par des forces auxiliaires d'alliés comme la Roumanie, la Finlande et la Hongrie. Cet effort combiné constituait la plus grande opération militaire jamais organisée jusqu'alors. Plus de 3 millions de soldats allemands furent mobilisés, accompagnés de centaines de milliers de chevaux, de milliers de chars, de canons et de véhicules de tout type. Les préparatifs se déroulèrent dans un secret partiel. Bien que le volume des troupes ne passât pas inaperçu, le gouvernement soviétique ne réagit pas immédiatement, s'appuyant peut-être sur le pacte de non-agression signé en 1939. Le 22 juin 1941, au petit matin, l'invasion fut officiellement lancée. Les troupes franchirent la frontière orientale sans déclaration de guerre préalable. L'artillerie lourde et l'aviation lancèrent une série de bombardements simultanés contre les aérodromes, les centres de commandement et les dépôts soviétiques. La Luftwaffe parvint à détruire un nombre important d'avions ennemis au sol dès les premières heures, ce qui permit à l'Allemagne de consolider sa supériorité aérienne dans presque tous les secteurs. Tandis que les chars et les unités motorisées avançaient, les divisions d'infanterie suivaient, sécurisant les territoires occupés. La surprise fut totale. L'armée rouge, mal préparée et désorganisée, n'opposa aucune résistance efficace les premiers jours. De nombreuses unités soviétiques furent encerclées et détruites avant même d'avoir pu réagir. Les lignes de communication s'effondrèrent et le chaos s'installa au sein de l'état-major. En quelques semaines, les Allemands avaient pénétré sur des centaines de kilomètres en territoire soviétique. Des dizaines de milliers de prisonniers furent capturés. Les villes et villages tombèrent les uns après les autres. Le groupe d'armée nord avança rapidement vers la Baltique, prenant Riga et s'approchant de Leningrad. Le groupe d'armée centre réalisa la plus grande zone de destruction en Biélorussie, autour de Minsk, puis à Smolensk. Le groupe d'armée sud, malgré des difficultés plus importantes liées à la géographie et à la résistance, parvint à traverser l'Ukraine et à s'approcher de Kiev. Depuis Berlin, le régime affichait une confiance absolue. La propagande diffusait une image de contrôle absolu, présentant la campagne comme une nouvelle démonstration de la puissance invincible de la Wehrmacht. Elle parlait d'une croisade contre le bolchevisme, d'une entreprise civilisatrice et d'une nécessaire guerre préventive. Les bulletins officiels soulignaient le nombre de prisonniers capturés, la rapidité de l'avancée et la faiblesse apparente de l'ennemi. On affirmait que l'effondrement total de l'URSS n'était qu'une question de semaines. Dans la presse écrite et radiophonique, des cartes indiquaient les nouveaux territoires sous contrôle allemand et les communiqués du haut commandement évoquaient des victoires incessantes. La population accueillit ces messages avec un mélange d'enthousiasme, de soulagement et d'un certain fatalisme historique. Pour de nombreux Allemands, la guerre à l'Est n'était pas une simple continuation des conflits précédents, mais une lutte décisive. Au sein du haut commandement, cependant, des nuances subsistaient. Si l'optimisme prévalait généralement, certains officiers exprimaient des doutes quant à la capacité logistique à maintenir l'élan offensif sur un front aussi vaste. Les difficultés d'approvisionnement, l'usure des véhicules et la nécessité de sécuriser les lignes arrières étaient des préoccupations constantes. La vitesse de progression était à la fois son principal atout et son plus grand risque. Chaque kilomètre permettait aux unités éloignées de s'éloigner de leur centre de ravitaillement. De plus, la résistance soviétique, bien que chaotique au début, commençait à se réorganiser dans certains secteurs. À certains points du front, les troupes ennemies offraient une défense plus cohérente, ralentissant l'avancée allemande. Malgré ces indications, durant les premiers mois de la campagne, les chiffres restèrent stupéfiants. Lors des opérations initiales,
plus d'un demi-million de soldats soviétiques furent capturés dans plusieurs poches, comme Minsk, Smolensk et Ouman. Le territoire sous contrôle allemand s'étendait rapidement. Les divisions blindées ouvraient de profondes brèches dans les lignes ennemies, encerclant d'importants contingents et provoquant des percées constantes. Le commandement allemand pensait que quelques coups supplémentaires suffiraient à provoquer la chute de Moscou et à désintégrer la capacité de commandement soviétique. La stratégie restait fondée sur le principe d'une guerre courte, et dans ce cadre, les objectifs militaires étaient prioritaires sur l'occupation systématique du terrain. Au cours des semaines suivantes, la situation resta favorable aux envahisseurs. Le front continua de s'étendre vers l'est, et les troupes allemandes atteignirent le Dniepr, la Dvina et d'autres lignes naturelles clés. Des unités de génie spécialisées construisirent des ponts et réparèrent les voies ferrées pour faciliter l'avancée. Les villes tombées furent rapidement prises et, dans de nombreux cas, partiellement évacuées. La peur de l'ennemi allemand s'était répandue parmi la population locale. Bien que les ordres d'occupation fussent empreints d'hostilité idéologique, l'accent du commandement militaire demeurait sur la sécurisation du terrain et l'avancée. La rhétorique triomphaliste demeura intacte. À Berlin, les déclarations publiques d'Hitler reflétaient sa conviction que la campagne était dans sa dernière ligne droite. L'idée que l'Union soviétique était un colosse aux pieds d'argile semblait confirmée par l'absence de défense efficace durant les premiers mois. Le message selon lequel le communisme serait éradiqué et que l'histoire assistait à une transformation fondamentale du continent se renforçait. La machine de propagande intensifiait son activité, présentant les soldats comme les inaugurateurs d'une ère nouvelle. Les images d'actualité montraient des chars traversant des plaines sans fin, des drapeaux allemands flottant dans des villages lointains et des cartes montrant la ligne de front avançant progressivement vers Moscou. En Allemagne, le sentiment était majoritairement celui de la confiance. La population, habituée aux bonnes nouvelles depuis près de 2 ans, supposait que cette nouvelle campagne serait une nouvelle démonstration de supériorité. Les chiffres annoncés dans les communiqués alimentaient cette impression. Chaque bulletin faisait état de milliers de prisonniers supplémentaires, de villes conquises et de nouvelles avancées. Affiches et publications présentaient l'Armée rouge comme une force désorganisée, archaïque et insensible. Même ceux qui nourrissaient des doutes personnels quant à la durée du conflit préféraient ne pas les exprimer ouvertement. La pression sociale, la censure et le désir collectif de victoire maintenaient la cohésion du discours officiel. Pendant ce temps, les troupes continuaient d'avancer sur le vaste territoire soviétique. L'objectif stratégique d'atteindre Moscou avant l'hiver restait une priorité. La progression se poursuivait sans relâche et malgré les obstacles croissants qui se dressaient sur la route, la conviction que la victoire était proche continuait de prévaloir au sein du haut commandement. Les décisions étaient prises en fonction d'une campagne courte, sans envisager de scénario à long terme. Une guerre d'usure n'était pas anticipée. La conviction était que l'Union soviétique s'effondrerait comme d'autres pays l'avaient fait par le passé. Le message était clair. L'opération Barbarossa était présentée comme une entreprise logique, inévitable et justifiée. La propagande ne laissait place à aucune ambiguïté. Il s'agissait d'une lutte pour la survie de l'Allemagne contre un ennemi idéologique, racial et militaire. Chaque pas vers l'Est était, dans ce récit, une affirmation du destin national. L'effort de guerre était présenté comme rationnel, planifié et réussi. La réalité du front, avec toute sa complexité, n'avait pas encore transformé ce récit dominant. Entre la boue et la mort, la routine impossible du front de l'Est. Dès que la Wehrmacht franchit la frontière soviétique, les soldats allemands commencèrent à affronter des conditions radicalement différentes de celles des campagnes précédentes. L'espace était immense, les routes impraticables et la nature impitoyable. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans le territoire soviétique, la réalité quotidienne du front de l'Est devenait plus hostile. La fatigue s'accumulait non pas au fil des jours, mais à chaque mètre parcouru. La boue collée à leurs bottes semblait ne jamais sécher, et leurs uniformes, usés par un usage incessant, ne les protégeaient plus de l'humidité ni du vent glacial. La boue et le froid n'étaient là qu'un début. Ils dormaient à découvert ou dans des fermes détruites,
toujours incertain si le lendemain apporterait une escarmouche, un bombardement, une retraite improvisée ou simplement de nouveaux kilomètres de marche vers le néant. Les provisions, planifiées avec optimisme, commencèrent bientôt à manquer. De nombreux soldats furent contraints de compter sur les approvisionnements locaux, rares ou déjà épuisés. Les cuisines de campagne ne pouvaient suivre le rythme des avancées. La faim devint constante, parfois interrompue par des vols, des trocs ou une trouvaille. Les lettres envoyées aux familles laissaient entrevoir cette détérioration physique, avec des phrases évoquant des corps épuisés, des estomacs vides et des journées sans repas chaud. Parallèlement, le froid pénétrait tout. Les couvertures ne suffisaient pas et les doigts gelaient au contact de l'acier des armes. En hiver, la respiration devenait pénible et les casques glacés brûlaient le cuir chevelu. Dans ces circonstances extrêmes, la fatigue n'était plus seulement physique. Elle se transforma en un brouillard mental qui entravait les décisions, ralentissant chaque mouvement. Le sommeil devint un luxe rare, interrompu par des tirs lointains, des alarmes ou simplement l'anxiété qui tenait le corps en haleine. La routine était rongée par la peur qui ne disparaissait jamais complètement. Même lorsque le front semblait calme, la peur d'une embuscade, d'une mine, d'un sniper ou d'une offensive soudaine hantait chaque pas. Il n'y avait aucune sécurité. Certains écrivaient que les moments les plus angoissants étaient les moments de silence, car ils anticipaient l'imprévisible. La tension constante épuisait même les soldats les plus expérimentés, qui reconnaissaient dans leurs journaux que le front de l'Est était quelque chose de complètement différent de ce qu'ils avaient vécu lors d'autres campagnes. La propagande officielle tentait de soutenir le moral avec des récits héroïques, des images de soldats souriants et des communiqués optimistes. Dans les journaux et les actualités allemands, les reportages parlaient d'avancées réussies, de villes prises et d'une résistance soviétique en train de s'effondrer. Mais ceux qui étaient en première ligne voyaient autre chose. Les villes détruites n'offraient ni abri ni ressources. Les populations évacuées ou anéanties laissaient derrière elles des paysages désolés. Les pertes s'accumulaient et le terrain, loin d'offrir un contrôle, était un champ de tension constante. Certains soldats conservaient des tracts contenant des phrases motivantes qui ne leur parlaient plus. La distance entre le récit officiel et la réalité devenait chaque jour évidente. Malgré cela, beaucoup ne s'autorisaient pas à douter ouvertement. Ils s'accrochaient à ce qu'ils savaient, répétaient les paroles de leurs officiers et croyaient en la victoire finale comme un refuge psychologique plutôt qu'une certitude stratégique. Les lettres familiales jouaient un rôle crucial, car recevoir des nouvelles du pays était l'une des rares consolations. Bien que bref, ces messages parvenaient à apaiser le sentiment d'abandon. Mais même dans ces messages, les soldats commençaient à filtrer leur désenchantement à travers des phrases voilées qui échappaient à la censure, tout en traduisant clairement le poids émotionnel du front. Certains parlaient de la « vie difficile ici », des « pans la nuit sans fin » ou de « une terre sans fin », tandis que d'autres, plus explicitement, avouaient leur peur, leur frustration face aux conditions ou leur incompréhension face à la lenteur des progrès. Les expériences partagées entre camarades étaient également ambivalentes. Si des liens forts se tissaient, des tensions surgissaient également. La fatigue générait disputes, frictions et désespoir, et tous ne les supportaient pas de la même manière. Certains se tournaient vers l'alcool dès qu'il en était possible, d'autres vers l'isolement ou un comportement erratique. Malgré le maintien d'une discipline formelle, le commandement percevait déjà les symptômes d'une armée qui, bien qu'opérationnelle, commençait à montrer des signes d'usure profonde. L'éloignement géographique se manifestait également dans les communications avec le haut commandement. Les ordres arrivaient en retard ou étaient contradictoires et s'appuyaient parfois sur des cartes, des hypothèses inexactes ou dépassées. La réalité du terrain contredisait les rapports de Berlin. L'ennemi, qui aurait dû s'effondrer en quelques semaines, continuait de se battre. Les unités soviétiques se réorganisaient, contre-attaquaient et repoussaient leur position, et chaque nouvelle tentative d'avancer exigeait davantage de ressources, d'énergie et de vie. L'enthousiasme initial qui avait accompagné le début de l'opération s'était complètement estompé. L'euphorie avait laissé place à l'épuisement
et le sentiment d'invincibilité n'était plus un sujet de conversation. Il s'agissait plutôt d'une acceptation résignée de la dureté du front de l'Est, marquée par une routine fondée davantage sur l'endurance que sur l'espoir d'un succès immédiat. Dans ce contexte, certains se réfugiaient dans des croyances personnelles, des rituels ou des superstitions. Ils croisaient les doigts avant de partir en patrouille, répétaient des phrases avant de s'endormir ou portaient des amulettes et des photos de famille cachées dans leurs poches pour se sentir moins seuls et garder un certain contrôle au milieu du désordre général. La distance émotionnelle avec l'arrière-garde s'accentua également. Ce qu'ils vivaient au front était difficile à expliquer, voire à accepter. Certains soldats commencèrent à avoir l'impression que personne, hormis leurs camarades, ne pouvait comprendre ce qu'ils traversaient. Ce sentiment d'isolement s'accentua de semaine en semaine. L'espoir d'un retour rapide s'était estompé. On n'évoquait plus le retour avec des dates précises, mais plutôt avec des phrases comme « quand ce sera fini » ou « si on s'en sort ». Le temps devint un concept élastique. Les jours se ressemblaient tous et les horloges semblaient s'arrêter. Seules les saisons marquaient un changement, et parfois même pas. Certains soldats ont consigné leurs expériences dans des journaux intimes, cachés parmi leurs vêtements ou leurs bagages. Ces écrits, parfois brefs, parfois plus longs, offraient un regard plus intime et plus cru sur ce qui se passait. Ils parlaient de la peur de dormir, de camarades blessés impossibles à évacuer, de marches qui duraient plus de 12 heures sans interruption. Il y avait aussi des réflexions, des doutes et de longs silences entrecoupés de phrases comme « ce n'est pas ce que nous imaginions », même si peu osaient les exprimer à voix haute, tant le poids de la discipline, de la propagande et des impératifs idéologiques persistait. Malgré cela, le décalage entre l'image du front projeté à Berlin et la réalité était de plus en plus évident pour ceux qui étaient sur place. La vie sur le front de l'Est ne pouvait être comparée à aucune expérience antérieure de la Wehrmacht, car c'était un environnement qui érodait lentement la volonté et mettait à l'épreuve l'endurance physique et psychologique de chaque homme. Dans ce paysage immense et hostile, où l'ennemi n'était pas seulement l'autre armée, mais aussi le climat, la boue, la maladie et la solitude, les soldats allemands continuaient d'avancer parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Les Allemands contre Hitler, ceux qui ont osé résister. Dès les premières années du régime nazi, des individus et des groupes, bien qu'isolés, commencèrent à exprimer leurs doutes ou leur rejet des politiques imposées. Certains le firent silencieusement, évitant de manifester leur loyauté en public. D'autres osèrent exprimer des opinions opposées en privé. À mesure que la guerre progressait, ces gestes dispersés prirent de nouvelles formes et, bien que peu nombreux, donnèrent naissance à des foyers d'opposition que les autorités ne purent ignorer. Parmi les groupes les plus actifs figuraient les jeunes étudiants, les intellectuels et les membres de l'Église. De petits groupes apparurent dans les universités, analysant la situation du pays avec un esprit de solidarité. Critique. L'un des plus connus était le groupe de la Rose Blanche, composé principalement d'étudiants munichois comme Hans et Sophie Scholl. Ces jeunes écrivaient et distribuaient des tracts remettant en cause les atrocités commises, notamment sur le front de l'Est, et en appelaient à la conscience morale des citoyens pour résister au régime. Ils ne proposaient pas de révolution armée, mais plutôt une prise de conscience éthique. La réaction de l'État fut immédiate et brutale. Ils furent arrêtés, interrogés et condamnés à mort lors de procès sommaires. Au même moment, d'autres jeunes sans affiliation universitaire exprimaient leur mécontentement dans la rue. Les Pirates Edelweiss, groupe de jeunes rejetant la discipline du parti et l'endoctrinement obligatoire, commencèrent à organiser des réunions clandestines, à diffuser des chants interdits et à saboter les activités des jeunesses hitlériennes. Ils n'étaient pas organisés en structure formelle et ne cherchaient pas à renverser le régime, mais leur simple existence constituait un défi à l'uniformité imposée. Certains de leurs membres furent arrêtés, d'autres exécutés sans procès. L'Église offrait également des espaces de dissidence, quoique limités. Les secteurs catholiques et protestants s'efforçaient de préserver une certaine indépendance doctrinale. Dans certains cas, des personnalités religieuses s'élevaient contre l'euthanasie forcée ou les persécutions raciales. L'évêque catholique Clemens von Galen, par exemple,
prononça des sermons critiquant ouvertement les meurtres de personnes handicapées. Bien qu'il ne fût pas arrêté, nombre de ses collaborateurs le furent, et la Gestapo surveillait de près ses activités. Au sein de l'armée, certains commençaient à douter de la direction que prenait le pays. Certains officiers, déçus par le cours de la guerre ou choqués par les crimes observés dans les territoires occupés, commencèrent à comploter en secret. Ces inquiétudes se concrétisèrent finalement par la tentative la plus ambitieuse et la plus organisée d'élimination d'Hitler. L'attentat du 20 juillet 1944. Mené par Klaus von Stauffenberg, un colonel de l'armée, le plan consistait à poser une bombe au quartier général du Führer, à éliminer la direction du parti et à établir un gouvernement qui chercherait à négocier la paix. L'opération, soigneusement planifiée, impliquait de nombreux militaires de haut rang. L'engin explosa comme prévu, mais Hitler survécut avec des blessures légères. Le coup d'État échoua en quelques heures. La réponse du régime fut immédiate. Des arrestations massives furent ordonnées et des purges furent mises en œuvre au sein de l'armée et de l'administration civile. Plus de 5000 personnes furent arrêtées, dont beaucoup n'avaient aucun lien direct avec l'attentat. Les exécutions se poursuivirent sans relâche. Certains furent pendus à la corde à piano, d'autres décapités, et beaucoup furent jugés lors de procédures qui n'étaient en réalité que de simples formalités. Les images des procès furent filmées et utilisées comme moyen d'intimidation. La répression ne visait pas uniquement les auteurs de l'attentat, mais s'étendait également à leurs proches, amis et collaborateurs, réels ou simplement suspectés, appliquant le principe de responsabilité collective. Si un individu était accusé de trahison, son entourage immédiat pouvait également être puni, dans une logique visant à éradiquer toute éventuelle manifestation de dissidence. Le message était clair. Aucune tolérance ne serait accordée au moindre geste d'opposition. Au sein de la société allemande, la perception de ces actes fut inégale. Une part importante de la population, influencée par la propagande, est soumise à une censure stricte, acceptant la version officielle qui présentait les conspirateurs comme des traîtres et des lâches. Des discours publics furent prononcés prônant une loyauté absolue envers le Führer et exigeant un châtiment exemplaire. Cependant, dans certains secteurs, notamment parmi ceux qui subissaient directement les conséquences de la guerre, des doutes commencèrent à surgir. Certains y virent l'expression du désespoir, tandis que d'autres y interprétèrent la preuve que la direction prise par le pays n'était pas partagée par tous. La propagande du régime s'adapte. D'un côté, elle renforça l'image d'unité nationale et de loyauté indéfectible, présentant Hitler comme la victime d'un complot de traîtres. De l'autre, elle intensifia sa rhétorique contre les ennemis intérieurs, comparant les opposants à des saboteurs et des espions. Des affiches furent distribuées, des manifestations publiques furent organisées et des campagnes furent lancées pour dénoncer tout comportement suspect. La surveillance devint omniprésente. Parallèlement, l'expérience de l'attentat eut des répercussions sur son entourage. Hitler, profondément affecté par ce qui s'était passé, devint de plus en plus méfiant. Il prit encore plus ses distances avec ses conseillers, réorganisa ses services de sécurité et ordonna de nouveaux protocoles pour prévenir toute tentative similaire. Ses relations avec la Wehrmacht se tendirent. Les pouvoirs des SS s'accrurent et les organismes de surveillance se multiplièrent. La mémoire de ceux qui osèrent résister, de l'étudiant publiant des tracts aux soldats ayant risqué sa vie dans un complot impossible, resta fragmentée tout au long du conflit. Certains furent immédiatement oubliés, d'autres furent présentés comme des traîtres pendant des années. Ce n'est que bien plus tard, après l'effondrement du régime, qu'ils commencèrent à être reconnus comme les symboles d'une conscience qui, bien que minoritaire, n'était pas complètement éteinte. La dissidence interne de l'Allemagne nazie ne parvint pas à modifier le cours de la guerre, mais elle révéla que même sous l'un des régimes les plus répressifs de l'histoire, des voix existaient pour questionner, contester et résister. Au milieu de la peur, du contrôle absolu et de la propagande omniprésente, certains ont choisi une autre voie, même s'ils savaient que leur décision mènerait presque certainement à leur mort. Guerre totale et économie du Reich. Alors que le conflit s'intensifiait sur tous les fronts et que la possibilité d'une guerre éclair s'évanouissait,
Le Troisième Reich fut contraint de transformer complètement sa structure économique. L'ampleur de la guerre s'élargissant, la nécessité d'une mobilisation systématique de toutes les ressources devint inévitable. Durant les premières années, le régime avait mené une politique ambiguë, évitant toute ingérence profonde dans l'économie civile. Cependant, l'échec a écrasé rapidement l'Union soviétique et l'entrée en guerre des États-Unis en 1941 nécessitèrent un changement radical. Cette transformation culmina avec la politique de guerre totale, déployée avec vigueur à partir de 1943, lorsque l'appareil productif allemand fut entièrement subordonné aux besoins de guerre de l'État. Le responsable de cette réorganisation fut Albert Speer, nommé ministre de l'Armement après la mort de Fritz Todt. Bien qu'il ne fût pas un ingénieur de formation traditionnelle, sa proximité avec Hitler, ses compétences administratives et sa volonté de centraliser les décisions firent de lui le symbole de l'efficacité technique du régime. Sous sa direction, de profondes réformes furent mises en œuvre. Les industries commencèrent à travailler en étroite collaboration avec l'appareil d'État. Les hiérarchies commerciales furent adaptées à la logique de la production militaire. Des commissions techniques furent créées, l'utilisation des matières premières optimisée et les doublons dans la conception des armes éliminés. Speer créa des bureaux régionaux d'armement, supervisés par ses représentants personnels, ce qui permit une prise de décision rapide sans interférence des bureaucrates traditionnels. Les statistiques commencèrent à montrer une augmentation notable de la production de chars, d'avions et de munitions, même sous des bombardements constants. À partir de 1943, la propagande présenta le miracle Speer comme une démonstration de la capacité de l'Allemagne à résister et à réagir efficacement. L'augmentation de la production ne pouvait cependant pas être soutenue par la seule main-d'œuvre allemande. La guerre totale exigeait des ressources humaines supplémentaires. Le système recourait de plus en plus massivement au travail forcé, principalement issu des territoires occupés. Ces prisonniers, civils ou déportés, étaient amenés par millions pour effectuer des tâches dans les usines, les mines et les projets d'infrastructures. Certains étaient des prisonniers de guerre capturés lors de campagnes précédentes. D'autres étaient des civils sélectionnés lors de raids en Pologne, en Ukraine, en France et dans d'autres pays. Ils étaient transportés dans des conditions précaires, logés dans des baraquements proches de complexes industriels, gardés par des hommes armés et soumis à des journées de travail exténuantes. La différence de traitement avec les travailleurs allemands était flagrante. Les punitions étaient fréquentes et le contrôle exercé sans pitié. La survie de ces travailleurs dépendait non seulement de leur performance, mais aussi de l'arbitraire de leurs supérieurs. Malgré ces conditions, le régime justifiait leur présence par une nécessité patriotique, occultant délibérément la dimension répressive du système. À l'intérieur même du pays, la population allemande fut progressivement absorbée par la logique de la guerre totale. Le recrutement des hommes laissa d'importantes pénuries de main-d'œuvre, comblées par l'entrée massive des femmes dans le monde industriel. Si le régime avait maintenu un discours traditionnaliste sur le rôle des femmes, la pression de la guerre le força à assouplir cette position. Dès 1943, des campagnes publiques furent menées pour encourager les femmes à participer à la production d'armes. Des formations techniques furent proposées, les usines furent adaptées et des horaires compatibles avec la vie domestique furent instaurés. Certaines unités de production installèrent des cafétérias et des garderies. Cette mobilisation fut présentée comme un effort commun pour la victoire. Les magazines illustrèrent des femmes en uniforme de travail aux côtés de chars ou d'avions. Bien que de nombreux secteurs conservateurs se méfièrent de ces changements, l'appareil d'État ne souffrit aucune opposition lorsqu'il s'agissait de soutenir l'effort de guerre. Le contrôle sur la vie civile devint quasi absolu, les décisions concernant le sort de chaque citoyen étant prises directement depuis le quartier général du Reich. Les emplois étaient attribués selon des critères de production et la mobilité de la main-d'œuvre était restreinte afin d'éviter les déséquilibres régionaux. Les syndicats ayant disparu avant le conflit, il n'y avait plus de place pour la négociation ou la protestation. C'était l'État qui organisait les conditions de travail, fixait la journée de travail, distribuait les rations et autorisait les congés, tandis que les usines restaient actives jour et nuit sous un régime strict. Le système de rotation des équipes était justifié par la nécessité d'atteindre un objectif commun.
Ce processus était soutenu par l'appareil de propagande qui diffusait l'idée d'une communauté nationale en armes, présentant l'ouvrier comme un combattant sur le front intérieur. Les stations de radio diffusaient des rapports sur l'avancement de la production et les journaux célébraient les chiffres de production comme s'il s'agissait de victoires militaires. Dans ce contexte, tout écart par rapport à l'effort collectif était immédiatement dénoncé comme un sabotage ou une trahison. L'impact de cette transformation fut profond. Les villes se couvrirent d'affiches appelant au sacrifice, les bureaux furent réorganisés pour répondre aux besoins stratégiques, les enfants furent instruits des principes de la discipline productive. Les écoles diffusèrent des exemples d'efforts techniques et les jeunes furent envoyés dans des usines ou des fermes pour leur formation patriotique. Il ne s'agissait pas seulement d'une économie au service de l'effort de guerre, mais d'une véritable culture du travail sous contrôle étatique. Cette organisation était présentée comme supérieure à l'organisation libérale, accusée d'être dispersée et chaotique. Le modèle allemand, selon la rhétorique officielle, démontrait que la discipline pouvait transformer même les périodes les plus difficiles en moments de croissance et d'ordre. Albert Speer était présenté comme le symbole de cette capacité. Lors de ses apparitions publiques, il apparaissait avec des plans, des graphiques et des ouvriers derrière lui, discutant de solutions pratiques. Il ne portait pas d'uniforme militaire et n'utilisait pas de langage idéologique, ce qui renforçait sa crédibilité de technicien au service du Führer. Hitler le citait comme un exemple de la nouvelle génération de dirigeants allemands capables d'allier efficacité et loyauté. Ce modèle de ministre technique contrastait avec les bureaucrates traditionnels et renforçait l'idée d'un gouvernement dynamique, adapté aux exigences du conflit. Au fil du temps, cependant, les exigences se sont accrues. Des systèmes de rationnement plus stricts ont été mis en place. Les déplacements à l'intérieur du pays ont été réglementés, les célébrations privées ont été restreintes et la culture des loisirs a été subordonnée à la culture du sacrifice. Les spectacles considérés comme frivoles ont été interdits, le cinéma a été obligé d'exalter la résilience nationale et la musique légère a été remplacée par des marches et des chorales patriotiques. Les églises, tout en maintenant leurs activités, ont été appelées à soutenir l'effort collectif par des messages d'unité et d'engagement. Le système ne laissait aucune lacune, chaque sphère de la vie devait servir le même objectif, soutenir la guerre à tout prix. Le recours intensif au travail forcé et la mobilisation totale des ressources internes permirent à l'économie allemande de maintenir son niveau de production même lorsque le cours de la guerre tourna mal. Ce paradoxe fut utilisé par la propagande comme preuve de la force de la nation. La souffrance était présentée comme inévitable mais héroïque, l'idée de résistance remplaça celle de victoire rapide, les chiffres techniques prirent le pas sur les conquêtes territoriales et le Reich était présenté comme une grande machine cohésive. La production d'armes atteignit des niveaux records, ce qui suffisait à affirmer que la cause était toujours vivante. Le discours changea, mais le contrôle s'intensifia. Chaque Allemand, à l'intérieur comme à l'extérieur d'une usine, devait assumer son rôle sans hésitation. Ainsi, la guerre totale transforma le Reich non seulement dans son économie, mais aussi dans tout son tissu social. Stalingrad, la perte de la 6e armée et l'effondrement du moral allemand. La défaite de Stalingrad, confirmée en janvier 1943, marqua une ligne de démarcation entre l'avant- et l'après-guerre pour l'Allemagne. Ce fut non seulement une perte militaire catastrophique, mais aussi un profond effondrement émotionnel, tant au sein de l'armée que dans l'opinion publique. Les semaines qui suivirent furent marquées par un silence inhabituel dans le discours officiel. Les rapports de guerre ne parlaient plus de victoire, et le mot « Stalingrad » tarda à apparaître sur les lèvres des hauts fonctionnaires. Le recul qui s'engagea alors fut non seulement territorial, mais aussi psychologique, touchant tous les niveaux de l'appareil d'État et la population civile, qui, pour la première fois, commença à envisager l'avenir avec un mélange de peur et de résignation. Les perceptions au sein de l'armée évoluèrent rapidement. Jusque-là, de nombreux officiers avaient fait confiance à l'Allemagne pour résoudre les situations difficiles. Mais avec la capitulation de la 6e armée, cette confiance s'effondra. Les rapports internes du commandement commencèrent à montrer des signes de désorientation. On s'inquiétait de la capacité de réaction de l'ennemi,
de la pression croissante sur les autres fronts et de l'impossibilité de maintenir une initiative soutenue. Les communications entre commandants révélèrent une perte de confiance dans la stratégie centrale. Certains commencèrent même à remettre en question des décisions du haut commandement qui jusque-là n'avaient pas été publiquement remises en question. Ce qui avait été perçu comme une campagne compliquée mais gérable se transforma en une chaîne de mouvements défensifs avec peu de marge de manœuvre. À l'arrière, les signes de repli devinrent progressivement plus visibles. Les ordres d'évacuation des territoires occupés, la restructuration des unités affaiblies et le manque de renforts suffisants commencèrent à modifier le discours. Les images de colonnes allemandes se repliant sur des routes boueuses, souvent sans couverture aérienne, devinrent monnaie courante. Les soldats n'étaient plus perçus comme des conquérants, mais comme des survivants faisant de leur mieux pour rester debout. Les pertes s'accumulaient et avec elles, la pression sur les commandants intermédiaires qui devaient réagir à des situations auxquelles ils n'étaient pas préparés. L'initiative allemande s'était évaporée et l'adversaire dictait désormais le rythme des événements. Au niveau du leadership politique, l'impact de Stalingrad fut dévastateur. La confiance absolue que Hitler projetait commença à s'éroder. Alors qu'en public, il maintenait une rhétorique inébranlable, en privé, il devenait plus irritable, plus méfiant et moins réceptif aux opinions extérieures. La structure de commandement se rigidifia encore davantage. Les suggestions étaient rejetées, les pertes minimisées et les capacités personnelles exagérées. Certains généraux remarquèrent que le centre de décision ne réagissait plus à des évaluations réalistes, mais à une vision déformée de la situation. Les réunions devinrent tendues et l'on évitait d'aborder les aspects critiques par crainte d'être contredit. Pendant ce temps, l'appareil de propagande continuait de tenter de présenter une apparence de fermeté, mais les fissures étaient déjà trop évidentes, même au sein des cercles les plus fidèles. La propagande officielle tenta d'abord de dissimuler le désastre. On parlait de sacrifices héroïques, de défense jusqu'au dernier homme, de loyauté indéfectible au Führer. Mais au fil des jours, les récits des prisonniers et les nouvelles étrangères arrivant par des moyens incontrôlés rendirent impossible le maintien du voile. Les stations étrangères à ondes courtes gagnèrent en audience. Les familles, restées sans nouvelles de leurs fils disparus au front, commencèrent à craindre le pire. Les rumeurs sur les événements de Stalingrad se multiplièrent et beaucoup ne se fièrent plus aux chiffres officiels. Dans les usines et les quartiers, le nom de la ville russe devint synonyme de catastrophe. C'était la première fois que le mot « défaite » commençait à prendre forme dans l'esprit des Allemands. La société civile a vu sa perception du conflit évoluer. Des années auparavant, les discours de victoire étaient suivis avec enthousiasme. Désormais, ils sont accueillis avec scepticisme. Les files d'attente devant les magasins s'allongeaient, le courrier arrivait en retard et l'anxiété devenait de plus en plus palpable. Les conversations ont changé de ton. Certains répétaient encore les déclarations officielles, mais beaucoup ont commencé à évoquer à voix basse une possible issue défavorable. La censure était toujours en vigueur, mais dans les espaces privés, le bruit courait déjà que la guerre pouvait être perdue. Certains restaient confiants quant à un retournement de situation soudain, d'autres, plus réalistes, commençaient à se préparer mentalement à ce qui semblait inévitable. Dans ce contexte, des manifestations de résistance passive ont émergé. Il ne s'agissait ni de gestes organisés, ni de mouvements politiques articulés. Il s'agissait plutôt de réactions individuelles, manque d'enthousiasme pour le travail, désintérêt pour les campagnes officielles et évitement du discours public. La pression de leurs pairs persistait, mais de plus en plus de personnes cherchaient un moyen d'exprimer leur mécontentement sans s'exposer à des représailles directes. Le repli militaire s'accompagna d'une perte croissante de confiance dans les dirigeants. On avait le sentiment que les décisions ne répondaient plus à des critères rationnels, mais plutôt à l'obstination d'un leadership déconnecté des réalités. Les tentatives de remonter le moral par des discours, des récompenses et des défilés se révélèrent de plus en plus inefficaces. Même certains responsables du parti reconnaissaient en privé que l'esprit initial s'était essoufflé. Les promesses de victoire rapide n'étaient plus convaincantes, et la question qui se posait était de savoir comment résister et non comment gagner. Les officiers au front
comme les ouvriers à l'arrière, ressentaient la pression. L'énergie qui avait caractérisé les premières années se transforma en un mélange d'épuisement, de résignation et de peur. Dans ce contexte, la société allemande connut une transformation silencieuse. Il n'y eut ni rupture ouverte, ni explosion collective, mais un profond changement dans la vie quotidienne. L'obéissance devint plus mécanique, les expressions d'enthousiasme plus forcées et l'exécution des ordres plus automatique. Chacun continua à accomplir son devoir, mais sans la même conviction qu'auparavant. Berlin en flammes, la fin brutale de la guerre pour l'Allemagne. Alors que la guerre prenait un tournant décisif contre l'Allemagne, les villes commencèrent à subir plus durement les bombardements alliés, qui à partir de 1943 devinrent de plus en plus fréquents, intenses et dévastateurs. Les nuits cessèrent d'être des moments de repos pour devenir des instants d'angoisse constante, avec des sirènes hurlant sans cesse, des abris remplis de familles entières et des explosions secouant tout sur leur passage. À l'aube, les rues étaient méconnaissables. Là où il y avait des bâtiments, il ne restait que des ruines fumantes, des commerces réduits à l'état de décombres et des maisons transformées en cratères. Les pertes humaines se comptaient par milliers. Les services publics s'effondrèrent, l'eau et l'électricité disparurent, la nourriture se raréfia et la peur devint omniprésente. Il ne s'agissait plus seulement de destruction matérielle, mais d'un coup dur. À continuer à renforcer le moral d'une population qui commençait à accepter que la défaite était non seulement possible, mais inévitable et de plus en plus proche. Pendant ce temps, le régime tentait de maintenir le contrôle par des mesures de plus en plus désespérées, organisant la Volkssturm, une force de défense composée d'hommes trop âgés ou trop jeunes pour le service régulier, recevant une formation hâtive, des armes obsolètes et des missions impossibles face à un ennemi en progression déterminée. Dans les rues, on voyait des adolescents en uniforme de fortune, des personnes âgées armées de cannes aiguisées et des femmes non plus uniquement responsables du foyer, mais aussi de la défense civile. Les écoles fermaient pour servir de centres logistiques, les places étaient transformées en points de distribution d'armes et de nourriture, et les instructions changeaient constamment, chaque quartier tentant de résister avec le peu qu'il avait. La propagande continuait de répéter la promesse d'une victoire finale, mais la majorité de la population n'y croyait plus. Le langage officiel parlait de contre-offensive, alors qu'elle ne vivait qu'une succession de retraites, de destructions et de morts. L'arrivée de l'armée rouge venue de l'Est était redoutée comme le prélude à l'effondrement final et les nouvelles circulaient sur des villages rasés, des représailles brutales et une vengeance effrénée. À Berlin, les canons soviétiques résonnaient clairement tandis que les bombardements s'intensifiaient sans relâche. La capitale, symbole de puissance et de fierté depuis des années, se transforma en une ville assiégée, sans issue. Les rues se remplirent de tranchées de fortune, les bâtiments devinrent des forteresses à moitié détruites et les abris souterrains des fosses communes, tandis que la population tentait de survivre, ne sachant pas s'il fallait craindre les obus, les tirs croisés ou ses propres commandants qui continuaient d'exécuter sans pitié ceux qu'elle considérait comme des lâches ou des saboteurs. La fin du régime s'est produite sans discours ni cérémonie, telle une décision finale prise dans un bunker souterrain alors que tout s'écroulait à la surface. La nouvelle s'est répandue dans le chaos, sans détail ni confirmation officielle, et elle n'a provoqué ni surprise ni choc, mais plutôt un silence absolu qui, pour beaucoup, signifiait simplement que tout était fini. Il n'y avait plus de structure de commandement cohérente, plus de plan, plus d'orientation possible, et seul subsistait un sentiment de vide face à l'inévitable. La capitulation fut signée quelques jours plus tard, alors que les derniers foyers de résistance s'effondraient et que les soldats restants déposaient les armes. Ainsi prit fin la guerre pour l'Allemagne. Il ne restait plus qu'un pays réduit en ruines. Les villes étaient des amas de décombres, les communications coupées, les usines détruites et les familles dispersées. Les survivants erraient parmi les décombres, cherchant quelque chose à manger, à boire ou simplement quelqu'un qu'ils reconnaissaient. Les hôpitaux étaient débordés, les écoles fermées. Il n'y avait ni transport ni service, seulement de la fumée dans l'air, le silence dans les rues et des corps abandonnés partout. L'État avait cessé d'exister, l'autorité n'exerçait plus,
et chacun tentait de s'accrocher au peu qui lui restait, sans le temps de réfléchir, à peine capable de survivre un jour de plus.